Gérard Larcher, le président du Sénat, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous à 5 jours du second tour des législatives. Alors bien sûr, on nous annonce un Parlement Macron. Vous répondrez ce soir à Jean-Francis Pécresse des Échos et de Radio Classique, à Nadège Puljac de l'Agence France-Presse et de Michael Zamès de Public Sénat. 3 grandes questions vous seront posées ce soir. Gérard Larcher, d'abord, est-ce la fin de l'opposition ? Ensuite, est-ce que vous prenez une attitude constructive ? Enfin, votre parti, les Républicains, est-il un parti en sursis ? Mais d'abord, une toute première question d'actualité. Il y a bien sûr des voix à droite qui appellent au sursaut. Gérard Larcher, mais franchement, c'est plié. En tous les cas, dimanche, la France va donner au président de la République une large majorité. C'est d'ailleurs une logique des institutions. On a souvent dit que depuis la réforme du quinquennat, c'était la réplique sismique de l'élection présidentielle. Disons que sur l'échelle de Richter, c'est une réplique qui est forte. Oui. Mais la démocratie, c'est aussi, à côté d'une majorité stable et claire, une opposition responsable qui propose. Oui. Et une opposition qui, parfois, doit aussi, au-delà du contrôle, s'opposer. Mais qui doit exister d'abord. Est-ce que vous pensez possible un rééquilibrage d'ici dimanche ? Je pense qu'un rééquilibrage, c'est ça la notion du sursaut, est nécessaire, y compris pour la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment ça ? Parce qu'il faut être, j'allais dire, je compare souvent ça à la pelote basque. Il faut un fronton parfois pour envoyer les balles. Et pour construire dans le pays, il faut toujours que le débat ait lieu au Parlement. Sinon, ça se termine dans la rue. Et c'était une des inquiétudes que j'avais exprimées chez un de vos confrères la semaine dernière. Alors, dans le Parisien. Hein. Mais alors, je ne comprends pas. Quels sont vos arguments alors, pour essayer d'obtenir ce rééquilibrage ? Alors qu'on entend sur le terrain des candidats LR, Monsieur le Président du Sénat, qui défendent Emmanuel Macron. Près de 52% de nos compatriotes électeurs n'ont pas voté. Et c'est quand même un vrai sujet. Attention à la tentation du parti unique. La première victime, ce serait la participation citoyenne. Comme si tout était réglé. Et je dois dire qu'il est important que celles et ceux qui sont attentifs au fonctionnement de la démocratie ne se disent pas « c'est plié, c'est réglé ». Il faut que dimanche, ils aillent voter. Quel que soit leur vote, je crois que la première réponse, elle doit être une réponse de citoyenneté. Alors vous nous dites en fait un sursaut politique, mais également un sursaut citoyen. Oui, indispensable, parce que, vous savez, aujourd'hui, près de, si on prend le chiffre, 23% des Français avaient choisi Emmanuel Macron. Il va y avoir 80% de députés, c'est les chiffres qu'on annonce. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une petite discordance dans tout ça ? Alors vous connaissez bien sûr parfaitement la carte électorale nationale, Gérard Larcher. Alors on va prendre l'exemple des Yvelines, le département où vous êtes élu. Un résultat très médiocre. C'est incroyable. Et il n'y aurait, sans doute, il pourrait n'y avoir aucun député de droite dimanche. Il pourrait n'y avoir aucun député. Est-ce que vous avez jamais, dans vos pires cauchemars, imaginé un tel dégagisme ? D'abord, je ne fais jamais de cauchemar. Non ? Je regarde la réalité en face. Nous voyons des candidats qui n'étaient inconnus sur le terrain. En fait, ils sont des hologrammes d'Emmanuel Macron. C'est ça qui a déterminé l'élection. C'est aussi parce que notre pays a une telle angoisse, une telle situation de désarroi, le désir qu'on travaille ensemble, qu'ils sont allés vers ce choix et beaucoup de nos candidats sont vraiment ces hologrammes d'Emmanuel Macron. Et je le dis avec respect. Pour les candidats et pour Emmanuel Macron. Oui. Mais vous dites quand même, à propos d'Emmanuel Macron, vous lui dites quand même chapeau l'artiste. Parce que, alors, franchement, en un peu plus de 12 mois, regardez ce qu'il a réalisé, un sans faute. Il a réussi parfaitement dans une situation de désarroi du pays, dans un quinquennat qui avait été l'échec absolu, un président de la République qui a réussi à tuer quasiment totalement son parti politique. Un chapeau l'artiste. Je dis chapeau le politique. Chapeau le politique. Il faut se souvenir qu'il y a 6 mois, on annonçait 450 députés de droite. Hein, c'était en tous les cas ce que vous me posiez comme question à la fin de l'année. Voilà. On voit bien qu'en démocratie, rien n'est jamais acquis avant le choix des électeurs. Alors, la suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec Michael Zamès de Public Sénat qui vient vous poser sa question. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Larcher. Bonsoir. Donc on a bien compris avec ce que vous venez de dire avec Michel Grossion, avec la vague qui se prépare à déferler sur l'Assemblée nationale, vous diriez qu'il n'y a
plus d'opposition? D'abord, je souhaite dire aux Français qui nous écoutent qu'il faut qu'il y ait une opposition. C'est indispensable pour la démocratie. La démocratie, c'est comme un cœur, il y a 2 ventricules ou 2 piliers. D'ailleurs, il y a des piliers dans le cœur. Un qui fait, c'est le rôle de la majorité, qui conduit une politique, qui soutient un gouvernement, et un autre pilier qui s'assure, qui propose, qui peut d'ailleurs co-construire à certains moments, mais qui est la garantie de l'expression de doute, d'interrogation, et qui est une exigence. S'il n'y a presque plus ou plus d'opposition, vous avez dit de parler du risque de la rue. Est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie, comme le dit notamment Pierre Laurent, le patron du Parti communiste? Le risque de la rue, c'est naturellement un risque pour la démocratie. Je préfère que ça soit au Parlement ce débat. Voilà pourquoi, à l'Assemblée nationale, il est important. Chaque député d'opposition en plus, par rapport aux projections, ce sera un peu plus de démocratie vivante. C'est un point important. Le président de la République est sûr d'avoir cette majorité claire et stable. En plus, il se dit que les nouveaux députés marcheraient en file. C'est-à-dire C'est possible, ça? C'est-à-dire J'ai du mal à le croire parce Ils auraient que reçu une lettre en disant qu'ils c'est ce auraient qu'on à raconte. voter. Mais aucun mandat n'est impératif. Et vous savez, j'ose espérer que l'esprit de liberté l'emportera surtout. Ici au Sénat, on sait bien ce qu'est l'esprit de liberté. Mais à l'Assemblée nationale, Mais ce je sont pas- crois vraiment qu'il y a une responsabilité des citoyens et chaque député d'opposition, qui peut être en même temps un homme positif, une femme positive, c'est un peu plus de démocratie. Les députés Godillot, on en a parlé déjà à l'époque de la droite, il n'y aurait rien de nouveau dans cela. Il n'y aurait rien de nouveau, on l'a connu en 1993. Ouais. C'est pas terriblement bien terminé. Mais là, à l'époque, vous ne vous étiez pas inquiété d'une sorte d'hégémonie ou d'absolutisme politique, quand c'était la droite qui en bénéficiait On de n'était pas cette dans le vague. quinquennat, je vous rappelle. Nous étions dans le septennat. Et aujourd'hui, on est dans la réplique sismique de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs un vrai sujet par rapport à la réforme du quinquennat. Moi qui suis pour le scrutin majoritaire. En même temps, je sais que nous aurons un débat sur une place de proportionnelle. Vous en pensez quoi? Et nous vivons au Sénat la proportionnelle, puisque Bien sûr. presque les 2 tiers des sénateurs, presque 75% demain des sénateurs seront élus à la proportionnelle. Je reste très attaché au scrutin majoritaire, qui est la relation entre un homme, une femme et un territoire. Donc les citoyens qui habitent ce territoire. Pour ou contre? Mais le débat sur une part de proportionnel n'est pas un débat quel Quelle part hauteur? Parce qu'Édouard Philippe ne sait pas mesurer encore la hauteur ou la 10, dose. 20. C'est le 20%. débat. Ce sera entre 10 et 20%. Oui. Il ne faut pas non plus que ce soit un facteur d'instabilité. Et la réforme du quinquennat est en train de démontrer ce que nous répétions à quelques-uns. Attention, la réplique sismique. Alors, Quel rôle pour le Sénat, après que, peut-être, on verra bien dimanche, mais au moins 400 députés de La République En Marche? Voyez-vous, il y a près de Pour 3 les ans, idées expérimentées, quand beaucoup j'ai d'expérience. présenté ma candidature ici, j'avais un thème d'opposition constructive. Alors c'est un mot qu'on répète beaucoup. À l'époque, il était moins usité. C'était un choix que j'avais fait par rapport à d'autres. Parce que je pense que le pays attend de notre part, même si nous avons des idées différentes, qu'on se préoccupe d'abord de lui. Et quand je disais toujours, le pays c'est beaucoup plus important que mon parti, moi qui me suis engagé extrêmement tôt dans ma formation politique, qui en suis membre, et donc je vis ça profondément, je dois dire. Et le Sénat, demain, ça va être un espace de vraie liberté. Un Plus endroit que où on l'Assemblée, peut alors. avoir de l'exigence, des propositions, où on n'est pas dans le dogmatisme. Ouais. Et je dois Pas les dire, Godillot, c'est ce que vous voulez dire. ici, hein, je mets vraiment de Godillot. Non, c'est pour ça. Mais Pas le vous- C'est style. l'inverse de l'Assemblée. Non. Est-ce que l'Assemblée, est-ce que c'est pas un mot facile, Godillot? Peut-être. Moi, je fais confiance aux collègues Sur de une ligne. l'Assemblée nationale. Sur une Mais ici, il y a un espace de liberté, il y a un espace d'initiative. C'est vrai que nous ne sommes jamais alignés, nous ne sommes jamais en file. Souvenez-vous du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La majorité ici était majoritairement dans la majorité présidentielle de l'époque, et pourtant, sur nombre de sujets, elle a exprimé sa liberté. donc vous vous serez entendez que le Sénat exprime encore plus sa Je singularité. pense que la majorité sénatoriale n'est pas automatiquement calquée sur la majorité présidentielle. C'est un point important. De même que l'opposition au Sénat s'appelle souvent groupe minoritaire.
plutôt groupe d'opposition. Et moi, je suis très attentif aux droits de l'opposition. Ça va être d'ailleurs un sujet à l'Assemblée nationale, puisque nous aurons des groupes d'opposition à gauche, comme au centre et à droite, qui seront, on le sait, beaucoup plus réduits qu'on ne l'imaginait. Les droits de l'opposition, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de La République En Marche sur les futures élections sénatoriales? Non, mais ça peut avoir un impact. Le vrai sujet, c'est que notre corps électoral, en dehors d'avoir été essentiellement constitué lors des élections municipales, puis les élections départementales et régionales, est particulièrement attentif au sujet du territoire. Et jusque-là, on n'a pas beaucoup entendu ni le président de la République, ni le Premier ministre sur le sujet du territoire. Le rôle et la place de la commune, des intercommunalités, dans le cadre de la loi NOTRe, la réforme de la taxe d'habitation, les réformes des dotations. Quelle vision de la poursuite ou non de la décentralisation? Les premiers signaux qu'on a reçus sont plutôt des signaux de recentralisation. Tout ça, vous en avez Donc parlé c'est des avec vrais lui sujets. Il y a quoi, 3 semaines, un mois? Oui, tout ça a j'en ai été parlé mis sur au la table. président de la République. Je disais au président de la République, en le recevant, il a eu la courtoisie de venir me voir la veille de son investiture. Et nous avons eu un échange, nous étions tous les deux. Et dans cet échange, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes le président d'un pays fracturé. Et d'un pays fracturé, en plus géographiquement et territorialement. Et que le rôle du Sénat, c'est d'essayer de contribuer à recoudre ce territoire. Il n'y a pas qu'une France de métropoles et de quelques régions puissantes. Il y a une France qui est tout à la fois. Et je crois qu'une partie des votes extrêmes, c'est le sentiment, presque d'une majorité de nos concitoyens, de ne plus être dans le jeu aujourd'hui, de ne plus être considéré, de ne plus être pris en compte. Est-ce qu'on peut vous demander quelle a été sa réponse? Qu'il y serait très attentif, ouais. Et que c'est un débat que nous allons poursuivre. Donc vous Je revois le Premier ministre la semaine prochaine et nous nous rencontrerons très bientôt avec le président de la République. Vous savez, moi, c'est ma manière de faire. Merci beaucoup, Michael. Merci. Et tout de suite, c'est Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui nous rejoint. Bonsoir, Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir. Bonsoir. Larcher. Alors il y a débat chez les Républicains sur la nature de l'opposition à Emmanuel Macron et à cette majorité massive de la République En Marche. Débat entre une opposition constructive et une opposition plus obstructive. Est-ce que vous serez, en tant que président du Sénat, partisan d'une opposition constructive ou d'une opposition... Ouais, je crois que je me suis déjà expliqué en répondant aux questions de votre confrère. C'est depuis 3 ans l'attitude que nous avons. Je rappelle quand même que nous avons voté près de 75% des textes après amendement des gouvernements de Manuel Valls. Et donc, c'est ici l'ADN de la maison. Est-ce qu'on est constructif pour être constructif? Non. Ce qui compte, c'est... Et c'est d'ailleurs l'attente de nos concitoyens, qu'on sorte notre pays des grandes difficultés qu'il connaît, en matière d'emploi, en matière de dépenses publiques, en matière de déficit. C'est ça l'attente de nos concitoyens. Alors, est-ce que mon attitude est constructive ou obstructive? Je suis rarement obstructif, sauf quand on touche aux libertés fondamentales. C'est un point sur lequel on ne transige pas. Souvenez-vous de la réforme constitutionnelle voulu par François Hollande, de la déchéance de nationalité et de mes propos sur ce plateau, sur le passeport d'Ansène, sur l'apatridie. Quand on dit non ici, on dit rarement, mais c'est un non absolu. Est-ce que ça veut dire que vous vous opposeriez à l'intégration des dispositions de l'état d'urgence dans la loi ordinaire? D'abord, nous allons débattre au mois de juillet de la reconduction jusqu'à l'automne de l'état d'urgence dans le cadre. Mais il y a un débat qui n'est pas médiocre, qui a déjà été ici entamé largement par le président de la commission des lois, Philippe Bas, et par Michel Mercier, donc le rapporteur. Et sur les sujets, par exemple, de la rétention administrative, sur le sujet du suivi de personnalités, entre guillemets, personnalités plutôt de personnes fichées ou particulièrement suivies. Il y a un sujet sur, par exemple, les perquisitions.
tous ces sujets-là, on sera attentif aux libertés. Vigilant. On sera vigilant parce que la limite, ici, c'est la protection des libertés individuelles et collectives. Mais en même temps, on ne méconnaît pas la réalité du terrorisme et de l'insécurité. Mais il y a eu encore une fuite, peut-être dans la presse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a eu également, la semaine dernière, dans Le Monde, un avant-texte qui, par exemple, donnait le pouvoir à la justice administrative. Est-ce que cela, ça vous inquiète? Et là, est-ce que vous pourriez faire blocage? C'est sans doute sur ces sujets-là que nous serons particulièrement attentifs. C'est un point sur lequel nous étions déjà attentifs il y a bien longtemps, et je pense que dans cette maison qui a mis en place, je le rappelle, la Commission informatique et liberté, le mot liberté est un mot qui est très haut sur le fronton du Sénat. Mais concrètement, alors où est la ligne à ne pas franchir? Elle est où cette ligne? Cette ligne à ne pas franchir... Parce que les dispositions de l'état d'urgence actuel, elles ne vous choquent pas? Non, mais je rappelle que c'est une disposition exceptionnelle. Exceptionnelle. Pour un temps donné. Mais si on sous le contrôle des deux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si un certain nombre de procédures deviennent des procédures ordinaires, il faut s'assurer que les libertés individuelles et collectives soient assurées. Alors, vous vouliez parler sans doute, Jean-Francis, de la loi travail. Pour la méthode d'abord, est-ce que la méthode des ordonnances, vous êtes favorable? Bah oui, je les avais même préparées pour nos candidats. Ça ne pose pas de problème. Alors, ça ne me pose aucun problème. Alors, je le dis comme président du Sénat, les ordonnances, oui, à condition de ne pas en abuser. Ordonnance, oui, mais le débat doit aller, dans le cadre d'une ordonnance, au fond, que ce soit au moment de l'habilitation qu'au moment de la ratification. Le débat, il doit aussi être un débat en commission qui permet d'entendre, sur le sujet travail-emploi, l'ensemble des partenaires sociaux. Ça n'est pas une espèce de débat caché, subreptice, conclu au prétexte qu'il faudrait aller vite. C'est ce que disent les syndicats, tiens. La CGT encore aujourd'hui. Oui, qui parlent de pseudo-dialogue social. En tous les cas, moi, personnellement, j'avais entamé avec eux, au mois de décembre, ce dialogue sur des sujets qu'on doit retrouver dans les ordonnances, qui est le sujet du rôle, de la place et du niveau de l'accord d'entreprise et de branche. En tous les cas, vous avez rencontré la ministre du Travail il y a quelques jours, vous l'avez dit, vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Hein. Pas sur tous les sujets, globalement, bien évidemment. Réforme, là, je connais bien la ministre du Travail, puisque quand j'étais ministre du Travail, je lui avais proposé, elle était devenue, d'être présidente de l'Institut du Travail. C'est dire que je pensais que c'était une femme qui connaissait bien ces sujets-là. Il y a d'autres sujets dans les ordonnances qui sont des sujets particulièrement importants. La question de la sécurisation de l'embauche, et notamment la question des indemnités devant les prud'hommes, c'est un élément de sécurisation. Moi, j'aurais souhaité qu'on y mette aussi les seuils. Je l'ai dit à la ministre, car les seuils passaient de 10 à 20. Les seuils sociaux, hein, c'est-à-dire les seuils, qui créent de nombre d'emplois au-delà obligations. desquels ça crée un certain nombre. Ça crée de l'emploi. D'accord. Et notre sujet aujourd'hui, même si les chiffres sont un peu meilleurs, d'être entendu là-dessus. Vous avez eu le sentiment d'être entendu, écouté? Ce sera le rôle du débat parlementaire. Ouais, d'accord. On va parler de la moralisation de la vie publique, dont le projet de loi... confiance dans la vie publique. Confiance dans la vie publique, dont les projets de loi ou le projet de loi arrivent en Conseil demain. Mais avant, je voulais savoir, il y a un autre débat, mais il y en a beaucoup en ce moment au sein des Républicains sur la question de savoir si il faut voter la confiance au Premier ministre Édouard Philippe ou pas. D'abord, je voulais savoir si le gouvernement demande au Sénat un vote de confiance. Est-ce que vous êtes enclin à la voter, cette confiance, aujourd'hui? D'abord, ça n'est pas une obligation, vous le savez, absolument, à la différence pour ça que je vous dis. De l'Assemblée nationale. C'est un des sujets dont nous parlerons avec le Premier ministre la semaine prochaine. S'il souhaite ou non demander la confiance aussi au Sénat. Vous savez, pour voter la confiance, il faut connaître le texte. Il faut connaître sur quoi la confiance est appelée, de quelle manière elle est appelée. La confiance, c'est pas non plus une espèce de prison derrière laquelle on s'enferme. C'est pas un blanc-seing qui est donné. Donc, il y aura un débat à l'intérieur des groupes, et c'est à l'issue du débat à l'intérieur des groupes que sera décidé ou non
de voter cette confiance. On ne regarde jamais les choses a priori ici au Sénat. Donc elle n'est pas automatique. Elle ne va pas de soi. Le vote de confiance ne va pas de soi. Par nature, elle ne va pas de soi, la confiance. Et je crois que la confiance, elle se construit. Elle se construit par les propositions. Et il appartiendra au Premier ministre de faire des propositions. Il viendra devant le Sénat pour nous faire part de ses propositions. Alors, certains de vos amis... Le 5 juillet prochain, c'est au moins la date que nous avons pré-retenue. Et donc, nous écouterons et nous verrons si nous partageons. Alors, certains de vos amis ont une position anticipée, puisqu'ils annoncent déjà qu'ils voteraient la confiance. Merci beaucoup. Merci. Jean-Francis, dernière partie de l'épreuve de vérité, maintenant avec Nadège Puljak de l'agence France-Presse qui nous rejoint pour parler politique. LR. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Nadège. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Bonsoir. le Président. Alors, tout simplement, si je vous demande un mot pour qualifier l'état de votre parti en ce moment, vous me dites quoi? Un mot. Un mot médical. Oh, comme vous voulez. Il sera en crise. Il est en crise. Bien sûr, mais il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. En sursis votre parti? Non, je pense que nous avons un travail d'analyse pour établir le diagnostic. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi nous avons échoué tout au long de ces années, et notamment de cette dernière année que nous avons vécue. Surtout de cette dernière année, parce que les autres années, ça s'était pas si mal passé que ça. Après tout, Oui, vous aviez mais remporté les législatives partielles, vous aviez nous avons quand remporté les même connu, municipales, je vais au parler régional, vous n'étiez pas de trop ma mal débrouillé. famille. Et puis là, tout d'un coup... Nous avons connu une crise de gouvernance. Nous avons connu des questions, des interrogations sur le financement de campagnes politiques, Et puis c'est pas... notamment présidentielles, sur le fonctionnement du parti. Tous ces sujets-là, nous les avons traités, mais en même temps, elles ont suscité des interrogations légitimes chez nos concitoyens. Je crois que nous devons aussi nous reposer la question. Depuis 2002, nous étions rassemblés, les radicaux, les républicains, indépendants, les gaullistes, les chrétiens démocrates. Qu'est-ce qui est notre lien aujourd'hui pour être ensemble? Alors c'est là-dessus que vous allez Quelle vision de la réfléchir. société? Quelle solidarité? Quelle vision de la communauté nationale? Quelle place de la France? Comment nous voyons l'Europe? Tous Ça en ces fait des sujets-là. divergences. Mais oui, mais c'est ça ce qui forge le cœur d'un mouvement politique. Alors, François Baroin a dit on s'occupera du parti après les législatives. Il a raison. Il est bien sûr enfin, bien sûr, c'est pas à moi de le dire, c'est vous qui le dites, mais ce que je veux dire, c'est ça va tourner au pugilat, ça va tourner au règlement de compte. Je ferai tout pour qu'il y ait un vrai débat et que le vrai débat se limite pas à un combat de boxe. Parce que hier, on avait l'impression qu'il y avait un petit peu un combat de boxe chez vous. Non. Hein. Il y a eu le bureau politique. Vous étiez au bureau politique? Non, je n'étais pas hier. Alors, d'après ce qu'on nous a dit, j'ai quand même plusieurs sources assez sûres qui nous ont quand même expliqué que ça avait bardé, si j'ose m'exprimer ainsi, pour Monsieur Raffarin, qui s'est même levé prêt à partir. Finalement, il s'est rassis, tout le monde s'est calmé. Mais enfin, alors, en gros, j'explique en vitesse la situation. Monsieur Raffarin dit, les trois qui sont au gouvernement, les trois de chez nous qui sont au gouvernement, voilà, ils n'ont pas la gale depuis qu'ils sont partis, ils sont toujours des nôtres, et puis de toute façon, il faut passer des accords, enfin, en tous les cas, il faut dire qu'on est d'accord avec M. Macron. Les autres lui ont dit, écoute, là, vraiment, en gros, tu joues contre ton camp. Alors, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Écoutez, on était au lendemain d'un choc terrible pour 450 de nos candidats, parce que ce choc, c'est le résultat du premier tour. Nous avions beaucoup de candidats nouveaux, jeunes, et qui espéraient pouvoir être élus et rencontrer la confiance des Français. Je crois que ce débat, il va venir en son temps. Là, avant les vacances ou après, à l'automne, au moment du congrès? Je pense que nous aurons un débat dès la semaine prochaine. La semaine prochaine. Aujourd'hui, un seul objectif, celui du sursaut que j'évoquais tout à l'heure, celui de notre mobilisation, qui dépasse même l'intérêt partisan, c'est l'intérêt de la démocratie parlementaire. Mais vous dites qu'il y ait des forces, et c'est vrai aussi pour la gauche, qu'il y ait des forces d'opposition qui permettent à la démocratie, allez, même si les deux jambes sont inégales,
même si les deux jambes sont inégales, eh bien, de trouver des équilibres. Nathalie Kosciusko-Morizet, justement, qui est en ballottage très difficile. Hier, M. Raffarin est allé l'aider sur le terrain. Vous allez, vous aussi, vous soutenir des candidats? Vous allez soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, je vais faire d'autres, puisque on essaye de se répartir sur le terrain. J'ai soutenu, si vous aviez lu un de vos confrères, aussi bien Nathalie Kosciusko-Morizet que d'autres, et y compris Thierry Solaire. Mais j'ai été dans l'Aisne, me battre contre le Front National. Malheureusement, du côté d'Hirson, avec un succès pas encore total, parce que pour moi, c'était la priorité dans un département qui avait donné la majorité à Marine Le Pen. Et qui soutiendrez-vous pour prendre le parti dirigé? C'était la question. Oui, c'est évidemment une question que je posais. Il me pique toujours mes questions. Le sujet, c'est pas de prendre le parti. Il y aura le moment venu un congrès, il y aura le moment venu l'élection. Donc en novembre, le congrès, début novembre. Mais autour de quel projet? Comment il y a va deux être lignes. notre vivre ensemble? Est-ce que le parti va se scinder ou pas? Tout à l'heure, vous parliez écoutez, des Républicains indépendants. Vous savez que c'est un nom qui circule pour une nouvelle... pour un nouveau parti de droite. C'était un nom qui existait au Sénat. Hein? C'est plausible, c'est crédible, ça? C'était juste avant 2002. Moi, personnellement, je ferai tout pour un débat de qualité, un débat à profondeur, qui ne soit pas un combat de boxe, et pour reconstruire un parti, parce que je crois que nous avons une responsabilité. L'implosion, ça veut dire l'atomisation. L'atomisation, ça veut dire la faiblesse. Et on a un devoir d'être une opposition qui exerce sa mission d'opposant pour notre formation politique. Au Parlement, y compris ici au Sénat, dans un groupe comme le groupe des Républicains, nous avons aussi un devoir de contrôler le gouvernement, de faire des propositions, de s'opposer quand nous considérons qu'il est important, utile pour le pays de s'opposer, mais nous sommes là aussi pour contribuer à redresser la France. Encore une question au président du Sénat, puisque nous sommes à la veille de la comparution. Ce sera devant le tribunal correctionnel de Paris du pneumologue Michel Aubier pour témoignage mensonger sous serment, puisqu'il avait nié ses liens avec certains industriels, le groupe Total notamment, et en minimisant par ailleurs l'impact de la pollution. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'on respecte le Parlement, et notamment quand on prête serment devant une commission d'enquête du Parlement, considérer que c'est une chose sérieuse. À un moment où on veut redonner confiance dans la vie publique, on veut redonner confiance dans la vie politique. Le Parlement est un élément de la vie démocratique. Le respecter est essentiel. Laissons faire la justice. C'est vrai que nous nous sommes portés partie civile. C'est vrai que je serai représenté à l'audience par le président de la commission d'enquête de l'époque, Jean-François Husson, et naturellement par un avocat qui défendra les intérêts. Donc ça mérite vraiment condamnation. Vous n'intervenez pas dans les affaires de justice. Écoutez, je vous laisse ce mot. La justice décidera. Nous avons voulu, le bureau, à l'unanimité, toute sensibilité politique, rappeler que le Parlement est une chose sérieuse. Témoigner devant une commission d'enquête du Parlement est une chose très sérieuse, et le tribunal tranchera. Devra le rappeler, je comprends. Je traduis un peu vos propos. Merci, Monsieur Larcher, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à tous, bonsoir, à la semaine prochaine.